Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un décor qui n'était pas celui que nous avions prévu, mais on va vous expliquer ça dans un instant. Cette table ronde s'est transformée en plateau télé avec des experts autour de cette table. Par contre, la thématique n'a pas changé, nous allons parler du bio. Et vous êtes plus nombreux du coup à pouvoir interagir avec nous, puisque cette émission, vous la suivez peut-être en direct. Si c'est évidemment un peu plus tard, il n'y a pas d'interaction possible. Mais si vous êtes en direct aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas. Vous avez un chat qui se trouve sur la partie droite de votre écran et vous pourrez à tout moment de cette émission réagir, poser vos questions, bien entendu à mes experts qui se trouveront sur le plateau et je leur transmettrai vos questions à ce moment-là pour qu'ils puissent y répondre assez rapidement. Comme ça, vous avez un peu la main de votre côté sur cette émission. Vous êtes un peu le co-animateur ou la co-animatrice avec moi. Donc, on est parti pour une émission qui va être palpitante puisqu'on va parler d'un sujet d'actualité. Pour tout vous dire, je regardais des chiffres il n'y a pas très longtemps, en février de cette année, l'agence bio communiquait sur les chiffres clés de la filière dont certains m'ont un peu interpellé. On ne va pas étaler tous les chiffres, mais quand même. 47% des Français, près d'un sur deux, consomment du bio au moins une fois par semaine. C'est une augmentation de 10% à peu près en 4 ans, donc c'est relativement sensible. Les 3/4 des consommateurs le sont depuis au moins 6 ans. Là aussi, on voit bien que ça devient plus qu'un effet de mode. C'est quelque chose d'assez fort et d'ailleurs, tout le monde est rentré dans cette mode ou dans cette direction-là. C'est une tendance qui a forcément une répercussion d'ailleurs sur tous les acteurs du marché agricole, notamment en amont. C'est pour ça que nous aurons autour de cette table, par exemple, des organismes comme Terrinovia, Arvalis, qui mettent en place des essais d'évaluation variétale depuis 2 ans. Et puis également, bien entendu, des industriels, Maïsadour par exemple, qui vient ici, le groupe coopératif, qui viendra nous expliquer pourquoi il est allé dans le bio et dans quelle proportion et avec quelle stratégie. Vous pouvez évidemment à tout moment, comme je vous l'ai dit, interagir et poser vos questions. Que recherchent les Français? Moi, c'est des questions que je me pose également et je poserai à mes invités. En achetant du bio, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on est dans un effet de mode, une bulle éphémère? Est-ce qu'il existe des menaces qui peuvent mettre en péril ces évolutions? Est-ce que le consommateur sait-il vraiment identifier d'ailleurs le bio? Parce que franchement, moi, je m'y perds un petit peu avec des agri-labels, on va les appeler comme ça, agriculture éco-responsable, biodynamique, agriculture raisonnée. Vous avez plein de termes qui se rejoignent là-dessus. Le marché est-il assez structuré en amont? Bref, plein de questions à leur poser, les vôtres également. Alors n'hésitez pas à pianoter sur votre écran avec tous mes experts et on va accueillir le premier d'entre eux pour vous comprendre pourquoi cette table ronde existe aujourd'hui. C'est Erwan de Massids qui va venir nous rejoindre. À tout de suite. Erwan Bougouin qui nous a rejoint de Massids. Bonjour Erwan. Bonjour Yann. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va parler du bio. Vous avez entendu les chiffres que j'ai annoncés. Oui. Vous êtes autant surpris que moi, j'imagine? C'est une tendance qu'on lit partout, effectivement, et je suis surpris, d'où l'intérêt de cette table ronde d'aujourd'hui. Oui. Alors pourquoi on est ici d'abord? Pourquoi on est ici? On a choisi, on voulait faire un événement majeur, Massids en 2020. Et puis le contexte sanitaire a vu qu'on a revu nos plans, comme beaucoup d'entreprises, et on a fait le choix de faire une émission télé retransmise sur YouTube. C'est une première pour vous? C'est totalement une première pour nous. Donc on est très contents. C'est un outil en phase avec le contexte, mais aussi un outil moderne. Et on sera amené à, je pense, refaire ce genre d'émission. Et c'est totalement une première qui permet de toucher un large public et surtout d'interagir, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Oui, parce que là, on le touche plusieurs fois. Hein. On le touche en direct là. Il peut réagir avec donc le moyen du chat dont je viens de parler. Il peut évidemment vous ressolliciter par la suite, parce qu'on vous donnera les liens et le mail notamment si vous avez envie de poursuivre l'émission et avec les experts qui sont autour de la table. Et puis après, cette émission, elle va être enregistrée pour être diffusée sur YouTube, ce qui fait qu'on peut se retrouver également là, peut-être en train d'être vu sur YouTube quelques semaines après j'allais dire le vrai direct. C'est une émission qui est suivie par une audience assez large en plus. Hein. Vous avez des journalistes, vous avez des monsieur, madame, tout le monde, nos principaux clients, professionnels, coopératives et négoces qui seront là également, des agriculteurs
agriculteurs. Voilà, c'est un public assez large qui pourront participer à cette émission. Oui. Bon, pourquoi le bio? Le bio, on fait le constat que le bio est en pleine mutation. Vous en avez parlé tout à l'heure dans les chiffres. On voit que dans notre quotidien, en tant que Macy's, on est questionné sur cette filière quotidiennement et aux quatre coins de la France. Et on le sent. On le ressent simplement dans les augmentations de nos ventes. On augmente nos ventes de 150% en quelques années. Donc il y a bien quelque chose qui se passe là-dessus, sur le bio. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de cette émission? Est-ce que vous attendez des réponses? Vous avez des doutes et vous voulez être rassuré? Vous voulez changer? C'est quoi le but? Ce qu'on attend en fait de cette émission, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le marché évolue. Donc, on a fait le choix de s'associer avec des experts, pour les plus grands experts, pour nous échanger un peu leurs connaissances, leur savoir, leur intérêt et leur objectif sur cette filière bio. Moi, ce que j'attends, c'est de prendre de la hauteur par rapport à cette filière-là, pour bien comprendre les enjeux de chacun et pour être demain plus pertinent aussi dans notre approche qu'on peut avoir au niveau de nos clients, les distributeurs, coopératives et négoces, mais aussi des agriculteurs. Comprendre le marché, quoi. Exactement. D'accord. Bon. Ce que je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, c'est un vrai travail, c'est un vrai challenge même, Erwan, hein, c'est de faire un peu le journaliste. Je vous propose d'aller en coulisses, de suivre l'émission dans la loge, hein, et confort, hein, vous allez voir, c'est très sympa, avec des produits bio. Ouais. Et après, à la fin de l'émission, vous revenez et vous nous dites un peu ce que vous avez en résumé retenu de l'émission et ce qui vous a séduit ou interloqué. Ça vous va, ça? Très bien. Hein, on fait ça? On fait comme ça. Parce que mon premier invité, attention, je tease comme à la télé, mais c'est vrai que vous allez voir, on démarre fort, on démarre même très très fort, avec un sociologue qui va tout nous apprendre. Et encore, si on a le temps, parce que tellement de choses à dire, voici Éric Birlouez, mesdames, messieurs. Éric Birlouez, bonjour à vous. Bonjour Yann. Je suis ravi de vous rencontrer. C'est réciproque. On a préparé cette émission. Quand je dis on va essayer, c'est parce que vous êtes intarissable sur le bio, notamment. Alors un sociologue, tout d'abord, parce que vous êtes ingénieur agronome, avant de parler de sociologie. Ingénieur agronome, donc vous savez de quoi vous parlez, hein, vous avez fait des études là-dessus. Sociologue de l'agriculture et de l'alimentation, et donc vous vous intéressez un petit peu à ce qui arrive dans nos assiettes, et d'abord, avant d'arriver dans nos assiettes, ce qui est produit, si j'ai bien compris. Ah oui, exactement, c'est-à-dire, en fait, ce qui m'intéresse, ce sont les comportements alimentaires, l'évolution des comportements, des attitudes alimentaires, mais évidemment, ça, c'est toujours en lien avec ce qui est en amont, comme vous venez de le dire, la production agricole. Alors, ce qui est bien avec un sociologue, c'est qu'il est au contact de la population, il n'y a pas besoin de faire des sondages, vous pouvez nous dire, là, en temps réel, la société, elle tend vers ça, vous vous trompez peu, en général. Vous avez un bon pif ou vous avez d'autres termes? Oui, j'ai la faiblesse de penser qu'effectivement, on arrive quand même à sentir un certain nombre d'évolutions, même si on n'est pas capable de les quantifier toujours très précisément sur le moment. Bon, quelle perception les Français ont-ils du bio, déjà? Partons de là. Oui, alors moi je ne vais pas vous surprendre, les Français, ils ont une très bonne image du bio, mais à tel point d'ailleurs que certains l'ont sacralisé. Je dis souvent, on a parfois fait du bio une espèce de Graal, de totem, l'alpha et l'oméga de l'agriculture vertueuse, etc. Alors ça c'est vrai, et en même temps on voit, mais c'est pas vieux, depuis 1 ou 2 ans, quelques critiques, des interrogations, mais finalement le bio est-il aussi bio que ça? Le vrai, alors oui, le consommateur est versatile, il aime beaucoup effectivement brûler ce qu'il a adoré, donc voilà, mais enfin globalement l'image est très bonne, d'ailleurs vous avez donné des chiffres en commençant qui montrent qu'il y a un véritable appétit des Français pour le bio. Il n'y a pas trop d'attente même. Alors peut-être qu'il faut un petit peu relativiser, c'est vrai que vous le disiez, le marché c'est une croissance à 2 chiffres, environ 15%. Le marché du bio, et c'est vrai que le marché des aliments conventionnels, c'est pas loin de 0%. Donc, c'est assez spectaculaire. Et en même temps, quand vous faites vos courses et que vous remplissez votre caddie avec des produits alimentaires, eh bien, si votre caddie a une valeur de 100 €, il n'y a toujours que 6 € de produits bio. Donc, c'est pas pour nier cette croissance du bio, cet appétit des Français pour le bio, mais pour montrer qu'il faut aussi être capable de relativiser. Croissance à 2 chiffres, mais on part de très bas. Et aujourd'hui, c'est 6% dans l'assiette et on est encore loin des ambitions. Mais le bio, ça touche quel produit, quelle thématique? Parce que j'ai l'impression au départ que le bio va intéresser les fruits, les légumes, les produits de l'agriculture.
Aujourd'hui, on a du bio un peu partout. Oui, vous avez raison. Là, ça devient une mode et tout est bio, quoi. Oui, il y a énormément de produits qui sont bio. Alors, est-ce qu'on peut pour autant réduire le bio, je pense voir ce que vous voulez dire, à un mythe marketing finalement? Non, je crois que le bio, en tout cas pour moi, a un réel intérêt. Alors, il y a une définition officielle qui dit que le bio, c'est le respect d'un cahier des charges officiel, européen, qui, pour être très simple, proscrit l'utilisation de produits de synthèse chimique, donc de pesticides, d'engrais de synthèse chimique, et pour les animaux, alimentation bio, moindre recours aux traitements antibiotiques, par exemple, quelques normes de bien-être animal, bien évidemment. Mais c'est ça, et c'est peut-être une des fragilités du bio, quelque part, c'est que c'est un, c'est un cahier des charges, une obligation, non pas de résultat, mais simplement, c'est une manière de parler, de moyens. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des attentes dans la société auxquelles vous faisiez allusion qui ne se limitent pas à simplement ne pas utiliser des pesticides ou des engrais de synthèse. Et là, le bio, le cahier des charges bio, ne répond pas à toutes les attentes éthiques, sociales, etc., même environnementales. Est-ce qu'il y a une motivation ou des motivations en faveur du bio? Et quelles sont-elles? Oui, alors ça, c'est tout à fait étudié par les différentes enquêtes. Alors le bio, d'abord, c'est important de dire que la première motivation, ça n'est pas l'environnement. Ça l'est pour certaines personnes, comme toujours. Non, la première motivation pour manger bio, c'est la santé. C'est ma santé, dans une société qui est quand même très centrée sur... on reste égaux. Sur le soi. On reste nous. Exactement, égocentré. Et ça, je crois pouvoir... penser qu'avec la crise sanitaire que nous connaissons, cette dimension santé, elle ne va faire que s'amplifier. Donc, en clair, d'abord, le bio, dans la perception des consommateurs, c'est finalement un peu une réponse à l'angoisse que suscite l'alimentation moderne. Vous dites qu'avec la crise sanitaire, mais je voudrais faire une parenthèse, parce que vous me l'autorisez. Pendant la crise de la Covid, quand on était tous confinés, le bio n'a pas eu bonne presse, parce que pour le coup, comme les produits étaient à l'air libre, on n'était pas trop tenté vers ces produits. Il y avait un petit... Non, en fait, ce qui s'est passé pendant le confinement, en réalité, c'est que tous les produits achetés par les Français ont vu leur volume augmenter. Les achats ont augmenté parce qu'on mangeait à la maison, bien sûr, évidemment beaucoup plus. Et en fait, le bio a eu une croissance, un supplément d'achat supérieur de 20% aux aliments conventionnels. Ah, donc ça a bien fonctionné. Et pour des raisons mécaniques, parce qu'aujourd'hui, on est revenu à des choses un petit peu avant la crise, et notamment en grande surface, le bio, justement, est préemballé, à la différence du conventionnel. C'est ça qui a fait la différence. Voilà. Mais c'était plus cher. Mais les gens ont été rassurés d'acheter des produits qui étaient sous emballage plastique. C'est comme on le trouve dans la grande distribution pour les produits bio. Donc ça a été une des motivations. À l'inverse, est-ce qu'il y a des freins au bio? Clairement, alors le premier frein, là encore, quand on interroge les Français, c'est le prix. 80% dans la dernière enquête de l'agence bio. Je ne mange pas davantage de bio alors que j'aimerais en consommer, c'est le prix qui me bloque. Il y a un deuxième frein sur lequel on dit il faut être très attentif. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que après le prix, 66% des Français disent j'ai des doutes sur le fait que le produit qu'on me propose est vraiment bio. C'est-à-dire que le climat de suspicion généralisée qui touche l'ensemble aujourd'hui des produits alimentaires, le bio n'est pas, à tort ou à raison, mais en tout cas le bio n'est pas épargné aujourd'hui par des critiques, par des idées reçues aussi qu'on peut avoir à son égard. Et cette différence de prix, elle vient d'où ? Alors la différence de prix du bio, elle est liée d'une part au fait que l'agriculteur, le producteur bio, il va dépenser plus pour acheter ce qu'il lui faut pour produire en remplacement des intrants conventionnels. Il y a, tout le monde le sait, un moindre rendement en bio. Ça, c'est très variable, évidemment, selon les productions et les situations. Il y a le coût de main-d'œuvre qui est évidemment beaucoup plus important en bio. Et puis, il faut le dire, la grande distribution a des marges qui sont le double de ce qu'elle réalise. Elle a vu un moyen de développer un peu son chiffre d'affaires. C'est ça que vous dites à mi-mot. Mais je le dis même très clairement. Et d'ailleurs, il y a une montée en puissance des gains de parts de marché par la grande distribution. On voit les rayons bio qui ont grandi. Et des magasins spécialisés. Les marques qui ont ouvert leur réseau de magasins spécialisés bio. Et donc aujourd'hui, c'est 55% du bio qui est vendu en grande et moyenne surface. Et les réseaux spécialisés ou historiques, ils ne représentent aujourd'hui que moins de la moitié de ça, c'est-à-dire 28%. On va balayer quelques idées, vraies ou fausses, et souvent fausses d'ailleurs, qui sont ça et là développées. J'aimerais bien par exemple que vous me parliez d'une confusion qui est fréquente entre le bio et le local.
Oui, c'est pas évidemment. C'est pas parce que c'est local que c'est bio. Mais oui, et à l'inverse, c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément local, puisque le tiers du bio que nous consommons en France est importé, vient de l'étranger. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Ah oui, c'est beaucoup. Alors Ouais. c'est vrai que dedans, il y a des fruits exotiques, il peut y avoir du chocolat, il peut y avoir du thé, etc. Ouais. Mais c'est vrai que cette confusion, peut-être on la rencontre moins aujourd'hui, mais il y avait vraiment cette idée que c'était synonyme. Or, c'est pas forcément le cas, même s'il est vrai que en local, on a peut-être un peu plus de producteurs bio que dans le conventionnel, mais il n'y a absolument pas de systématisme. Bio et c'est de saison, c'est pareil, c'est une idée fausse. Ça. Oui, hein, au 1er mai, on a pu avoir, c'est à partir du 1er mai, sur les étals, des tomates bio qui avaient été produites dans des serres chauffées. Mais des serres chauffées, c'est bio, ça. Bio. Alors ça a été évidemment tout un débat. Alors aujourd'hui, oui, c'est possible. Ah oui, d'accord. Bon, écoutez. Alors qui décrète d'ailleurs? Qui décrète que c'est bio ou pas d'ailleurs? Alors c'est un règlement européen, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu c'était en 90 ou en 91, un règlement européen qui a essayé d'harmoniser les choses, et ce n'était pas inutile évidemment, au niveau des différents pays de l'Union européenne. D'ailleurs, ça a suscité des débats, puisque les agriculteurs français qui s'étaient engagés historiquement dans le bio ont dit, mais ce cahier des charges européen, finalement, il ne nous convient pas, il n'est pas assez cohérent, il ne prend en compte qu'un aspect de la question, et la philosophie, la démarche historique du bio, on ne s'y retrouve pas. Et donc certains ont développé leur propre label qui cette fois n'est plus officiel mais privé. Une autre idée peut-être fausse, bio égale zéro pesticide, zéro traitement. Oui, moi je me suis rendu compte dans les enquêtes que dans l'esprit, pas de tous, mais d'un certain nombre de personnes, il y a cette idée qu'on laisse faire la nature. Bah pour moi, oui. Oui, mais alors tout agronome vous dira que si on laisse faire la nature, on risque de ne pas récolter grand-chose, parce qu'il faut quand même bien lutter contre des maladies, des ravageurs, bon, etc., des virus, tout ce que vous voulez. Et donc, il n'y a pas d'agriculture en réalité sans traitement. Donc, bien sûr que l'on traite en bio. La différence, c'est que l'on traite on ne traite pas plutôt avec des produits chimiques de synthèse. Mais bio n'est évidemment pas synonyme d'absence de traitement. Et d'ailleurs, les produits qui sont autorisés en bio ne sont pas toujours aussi naturels hein, qu'on peut l'imaginer. Bordelaise, par exemple. Oui, ben voilà, le process de fabrication du sulfate de cuivre, il est quand même malgré tout industriel. Et puis il y a l'idée, malgré tout, fausse, je trouve, que puisque c'est naturel, puisque pas de pesticides ou d'engrais chimiques de synthèse, c'est forcément bon. Or, je pense que vous savez que la nature n'est pas en elle-même pure, bonne, bienveillante, mère nourricière, etc. Il y a des poisons dans la nature, il y a des animaux dangereux, il y a même vous savez, un petit virus là qui a un nom de bière mexicaine, là qui se balade en ce moment, c'est la nature, et donc les choses ne sont pas si simples, bien évidemment. Dites-moi, dernier exemple. Avant d'enchaîner, puis je vois qu'il y a des questions, donc je vous invite évidemment à chatter hein, si vous êtes en direct et que vous avez envie de poser des questions, que vous soyez comme moi grand public, professionnel, même journaliste ou concurrent, parce que je pense qu'il y a des concurrents qui nous regardent. Bio, c'était également dans la tête de certaines personnes forcément de meilleure qualité. Oui. Ça l'est aussi, hein, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, manger bio, c'est manger plus sain, plus respectueux de l'environnement, etc. Alors là, on voit bien que tout le monde ne met pas la même chose derrière le terme qualité. La question, elle se pose aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est encore du vrai bio au sens, on va dire, respecte la démarche originelle du bio, et qu'est-ce qui ne l'est plus. La demande, elle est explosive, donc il y a eu une massification de la demande. On parlait tout à l'heure de la grande distribution qui développe du bio accessible à tous, donc du bio low cost, mais évidemment, on sait bien qu'une nourriture qui a de moins en moins cher, c'est pas toujours synonyme de la qualité. Ouais. Il y a cette difficulté. Par rapport au prix, effectivement, le point important, c'est de se rendre compte que c'est pas forcément parce que c'est bio que ça va être forcément beaucoup plus cher. Ça peut l'être, c'est vrai. Et en même temps, on voit des personnes qui sont dans une démarche, même qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont dans une démarche de manger moins, de cuisiner des produits bruts, de moins gaspiller pour pouvoir accéder à une alimentation bio. Une question. Via les internautes. Quel est le profil d'un agriculteur bio? Est-ce qu'il y a un profil type?
Non, enfin aujourd'hui en tout cas c'est de la même manière qu'on ne peut plus parler d'un consommateur bio au singulier, il y a différentes motivations parmi les consommateurs, on l'a un petit peu vu. C'est pareil pour les producteurs bio, il y a des convaincus de la première heure, il y a des gens, ça existe également, qui sont sans doute venus par opportunisme parce qu'ils ont été sollicités pour produire bio, et puis il y a des gens qui ont, et ça que je trouve très intéressant, beaucoup d'agriculteurs qui me disent qu'ils ont redécouvert leur métier, la stimulation intellectuelle de leur métier en pratiquant le bio parce que ça oblige, c'est moins simple, ça oblige à se poser des questions, il n'y a pas de recette toute faite et ça plaît à beaucoup de gens. Éric Bierloise, donc vous êtes ingénieur agronome, vous êtes sociologue, donc vous avez cette double casquette qui nous permet de vous poser des questions assez directes sur le bio. Donc si j'ai bien compris, c'est le respect d'un cahier des charges officiel qui est défini, comme vous l'avez dit, de manière européenne, avec des gens qui supervisent tout cela, hein, pour que ça soit tenu. Oui, il y a des contrôles. Du coup, si je vous dis que le bio, c'est juste un label marketing, vous dites quoi ? Non, encore une fois, je crois qu'il y a une vraie démarche qui est intéressante. Je pense que le danger, pour moi, serait de dire que le bio, ça y est, c'est le modèle unique pour l'agriculture de demain. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il n'y aura pas une agriculture ou une alimentation en 2050. Il y aura des agricultures, des alimentations. Le bio a évidemment ses avantages, peut tirer vers le haut en termes de moindre utilisation de pesticides, etc. Mais je crois qu'il faut que la richesse va venir dans la complémentarité des systèmes. C'est réservé à une élite, le bio, parce que comme c'est plus cher, c'est branché, oui, est-ce que c'est une élite ? Je dirais oui et non. C'est vrai que l'image du bio consommé par le bobo écolo du centre de Paris, non, c'est pas vrai. On mange bio en milieu rural et comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont des revenus modestes, mais qui se débrouillent malgré tout pour manger bio. Il y a malgré tout encore, c'est important de le préciser, une surreprésentation chez les consommateurs, des femmes plus que les autres, des gens, pas forcément des revenus très aisés, mais tout au moins des gens qui ont un niveau d'études supérieur. Voilà, mais pour le reste, aujourd'hui, de plus en plus de gens accèdent au bio. Revenons un peu à la filière, parce qu'on va évoquer cette filière dans cette émission. Quelle est, d'après vous, là où les fragilités de cette filière bio ? Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a des structurations à faire en termes de filière. Une chose, c'est pas seulement de pouvoir produire à un endroit, mais c'est qu'il y a un marché en face, évidemment. Le marché est lié, mais il faut être capable de l'approvisionner. En fait, ça pose vraiment beaucoup de questions d'organisation, de structuration, de gouvernance, de logistique. Les choses ne sont jamais aussi simples que ça. Et puis, évidemment, un des risques serait que les agriculteurs qui font du bio n'arrivent plus à vivre de leur travail, c'est-à-dire que à vouloir aller toujours vers un bio moins cher avec l'argument mais il faut le rendre accessible à tous, et bien finalement on risque de faire en sorte que l'agriculteur ne vive plus de cette production bio. On a vu à certains moments du lait bio qui était moins cher que du lait conventionnel, et donc là évidemment ça pose quand même un problème. Donc il faut inventer d'autres systèmes pour que l'alimentation, pas seulement bio, de qualité, soit accessible à tous et que le producteur soit correctement, dignement rémunéré pour son travail. Je ne sais pas si vous avez vu, j'imagine que oui, sur le magazine 60 millions de consommateurs l'année dernière, le thème était bio et santé, vous vous souvenez de ça ? Et il mentionnait qu'il y avait des présences de pesticides dans le bio. Ça vous a choqué, ça ? Non, d'abord on ne fait pas du bio sous une bulle, donc ce n'est pas étonnant que de temps en temps on puisse trouver des résidus de pesticides, mais évidemment dans des doses qui étaient inférieures aux limites maximales de résidus autorisés. Mais ça crée d'ailleurs un peu de confusion. On a vu se développer à côté du label agriculture biologique des labels privés, concurrents, sans pesticides, ou cultivés sans pesticides, ou sans résidus de pesticides. Et là, le consommateur, il a certainement un peu de mal à s'y retrouver parmi cette pléthore. Il ne comprend pas très bien, finalement, ce que ça veut dire. Il y aura un bio de qualité, un bio c'est-à-dire que sans résidus de pesticides, ça veut dire, en fait, on a fait des analyses sur le produit et on garantit que, dans les limites, évidemment, du seuil de détection, on n'a pas... Voilà, il n'y en a pas. Mais on a pu en utiliser. Donc, tout ça est un peu compliqué dans l'esprit du consommateur. Est-ce que la grande distribution, c'est une question qu'on vous pose là, en direct,
elle a une responsabilité, parce que évidemment tout ça c'est une histoire d'argent, oui, toujours. Bien sûr, c'est un et business, donc comme il y a de l'argent, ça peut modifier souvent les choses. Oui, c'est vrai que lorsque la grande distribution est intervenue sur le marché du bio, c'est vrai que les bio historiques, les réseaux historiques du bio, les producteurs pionniers de l'agriculture biologique l'ont pas vu d'un très bon œil, parce qu'ils comprenaient que derrière cette massification du bio, avec l'argument il faut bien répondre à la demande et il faut donner du bio pour tout le monde, et bien derrière, on allait effectivement avoir davantage de bio importé, être peut-être ne pas chercher à être plus exigeant. Ce que demande, et moi je crois que le salut du bio passera par le fait de retrouver en quelque sorte peut-être son âme, c'est-à-dire en fait un certain nombre de principes. Il y a des considérations éthiques, il y a des considérations sociales, il faut que le bio fasse vivre les gens, qu'on ne traite pas les travailleurs de la bio comme des quasi-esclaves, comme c'est le cas dans le sud de l'Espagne ou de l'Italie, etc. Ce sont des dimensions aujourd'hui qui sont importantes, le bien-être animal, et tout ça, ça ne figure pas dans le cahier des charges bio européen, où ça figure vraiment très très peu. Ça veut dire quoi? Que les perspectives de développement du bio passent peut-être par des concurrents ou par une réinvention du cahier des charges? Oui, moi je pense que vraiment, alors après il y a tout un débat, est-ce qu'il faut recréer c'est possible, hein, la France peut créer un label officiel bio plus rigoureux. Certains sont pour, qui sera un bio français, quoi. En tout cas, qui ait un niveau d'exigence qui soit réel et qui fasse que les gens, comme on le disait tout à l'heure, après avoir adoré le bio, ne le brûlent pas en disant finalement on m'a trompé, ce bio il est hors saison, il est importé. Il y a pas... coup, mais oui, parce que là on décrédibilise complètement une filière. En tout cas, c'est le risque que je vois. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux du bio, c'est-à-dire répondre finalement aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Et le petit producteur, il n'y a pas de péjoratif là derrière, au contraire, hein, moi je les défends, local, qui lui fait du bio, est-ce qu'il a encore sa place avec toute cette charte et ces choses imposées de manière européenne? Ça m'a l'air d'être tellement gros, énorme à supporter que lui tout petit, il ne peut pas y arriver. Alors, non, il y a un certain nombre de producteurs qui sont heureux d'avoir pu trouver dans le bio le moyen tout simplement de rester dans leur région de production qui est une région défavorisée. Donc on peut arriver heureusement, à bien tirer son épingle du jeu parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a des consommateurs qui sont prêts à mettre le prix, un peu de prix pour le bio, qui ont développé les circuits courts de proximité, etc. Donc c'est pas c'est pas la mort du petit producteur. J'espère que non, en tout cas. Très bien. On va parler de maïs, on va parler de tournesol bio, évidemment, maintenant, avec mes différents experts. Je voulais vous remercier pour être intervenu et nous avoir fait un cours en si peu de temps brillant. Bravo, parce que on a tout compris. Et puis, bien entendu, à la fin de cette émission, vous aurez les coordonnées de tous nos experts si vous avez envie de continuer l'émission avec eux et de pouvoir les questionner ou les rencontrer plus longuement. Éric Birlouez, merci beaucoup. Merci. Dans un instant, la suite avec Régis Elias. Pierre-Marie Décoré. Bonjour Yann. J'ai annoncé Régis Elias avec un tout petit peu d'avance. Écoutez, Pierre-Marie Décoré, comment allez-vous? L'intervention viendra, très bien. Oui, vous êtes tous les deux, on va vendre la mèche tout de suite, entre Régis Elias et Pierre-Marie Décoré. Tous les deux, vous avez des choses intéressantes à nous dire sur la filière dont je parlais à l'instant, puisque vous êtes en charge des études économiques au sein du groupe Avril. On peut rappeler le groupe Avril en quelques lignes, avec un ou chiffre ou deux à la clé, ce que ça pèse? Bien sûr, le groupe Avril, c'est un groupe industriel français qui est le leader de la transformation des graines oléagineuses, colza, tournesol principalement, et qui commercialise les coproduits de ces cultures, à la fois dans la nutrition animale, c'est la marque Sander, dans les filières d'élevage et de produits de grande consommation avec Matine par exemple, dans les œufs, mais aussi les huiles de table, le sueur, des huiles pour l'oléochimie, et puis les huiles pour faire du biodiesel avec quelques petites marques qu'on connaît, hein, qui se vendent un tout petit peu. Qui sont connues du grand public. Oui. Depuis 1983, si mes souvenirs sont bons, ça a été fondé. Et vous, la production bio, c'est quelque chose qui vous intéresse au plus haut point.
Comment vous vous positionnez d'ailleurs, parce que vous avez un niveau international, hein, on va revenir souvent entre la différence entre l'international et le marché français. D'abord, comment vous positionnez la France sur le marché du tournesol bio pour vous? Alors la France est l'un des principaux producteurs bio en tournesol dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut rappeler quelques ordres de grandeur. Le tournesol dans le monde, c'est la surface agricole de la France. Il y a moins de 1% qui est en bio, donc c'est assez peu. Mais la France et la Roumanie assurent la moitié de la production mondiale de bio. Donc c'est assez considérable, avec une belle croissance. Les surfaces de tournesol bio ont été multipliées par 2 en 5 ans. Et donc c'est une production qui est assez On est producteur, mais est-ce qu'on est les premiers consommateurs? Pas toujours. On consomme beaucoup de tournesol bio. Oui. Sous la forme d'huile, évidemment, sous la forme de tourteaux, on en reparlera, ce sont des marchés dynamiques. Mais le tournesol est une production, une culture dynamique en conventionnel comme en bio. Par contre, dès que vous m'utilisez un terme un peu technique, il faut me l'expliquer, on est d'accord, hein, parce que tourteau, pour moi, ça me fait penser plutôt à des fruits de mer, hein, donc c'est pas ça. Alors le tourteau, c'est le coproduit de la production, de la transformation de graines oléagineuses et qui est destiné, c'est de la protéine qui est destinée à la nutrition animale. C'est la seconde vie du produit. On le retrouve dans les élevages. Ça, c'était pour le tournesol. Et qu'en est-il du maïs bio? C'est pareil? La croissance du maïs bio a été un peu plus tardive, mais la France est également l'un des principaux producteurs, puisque elle représente peu ou prou le tiers de la sole de maïs bio en Europe, et on a atteint un seuil symbolique, 100 000 hectares en Europe et 100 000 tonnes de collecte en France. Donc la croissance est là aussi sur la production de maïs. Allez, on va rejoindre les fameux tourteaux dont vous parliez à l'instant, puisque vous avez expliqué les tourteaux bio, cette fois-ci avec la coproduction huile. Quels sont les acteurs de cette transformation de tournesol bio en France? Alors en bio, ce sont des huileries qui vont transformer des volumes assez limités de graines de tournesol, de l'ordre de quelques dizaines de milliers de tonnes. Alors soit elles sont spécialisées en bio, soit elles traitent de la graine bio et du conventionnel. Elles font généralement plusieurs graines, donc du tournesol, mais également du colza ou du soja, notamment en bio. Le groupe Avril contribue et œuvre activement en fait, à la structuration de cette filière tournesol bio et plus largement des filières oléagineuses bio. Avec Sanders par exemple? Oui, alors par la commercialisation, Sanders qui commercialise une gamme via la marque Alina depuis 10 ans et qui recourt aux établissements Aurouz pour acheter pour compte les graines du groupe, mais aussi par le financement des outils industriels qui permettent la transformation locale, souvent en lien avec des partenaires coopératives, négoces, des graines Origine France, des graines bio Origine France. C'est ce qu'on a fait avec Sophie Protéol, avec Sojalim dans le sud-ouest. C'est également le cas plus récemment avec Oléocine Bio qui va transformer 30 000 tonnes de graines colza, tournesol, soja dans les Pays de la Loire et qui sera opérationnel cette fin d'année. La chaîne logistique, comment elle fonctionne? Ça, c'est vachement important. La chaîne logistique aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Hein. Alors, vous avez raison, Yann, il y a un enjeu fort de traçabilité sur le bio, à tous les maillons de la chaîne, que ce soit au niveau de la semence jusqu'à l'usine de trituration. On ne peut pas mélanger du bio et du conventionnel comme on ne peut pas mélanger de l'origine OGM et du non-OGM. Alors, ce que l'on voit, c'est que des acteurs doivent se familiariser quand ils se lancent dans le bio ou quand ils ont à traiter de petits volumes de production. Je pense notamment aux organismes stockeurs, coopératives, négoces. Dans le feu de la collecte, il faut pouvoir gérer les certificats, des camions qui arrivent en bio et en conventionnel en même temps. Il faut faire attention à pas au fond, à bien allouer dans les bonnes cellules, segmenter au fond la production, la ségréguer pour éviter les déclassements et donc perdre au fond de la valeur au détriment de des filières bio. Est-ce qu'une filière bio Origine France peut être mise en place ou pas? Alors, une question qu'on vous pose là en direct. Bien sûr, mais la production bio en France, elle est principalement Origine France. Vous avez en maïs 90% de nos besoins en maïs bio qui sont couverts par la production nationale. On n'importe pas, d'accord. Sur le maïs, on importe très peu, à la différence de l'Allemagne qui va importer la moitié de sa consommation de maïs bio. C'est très différent sur le tournesol, où là, on importe à peu près 70% de nos tourteaux bio pour les élevages, mais on importe aussi des graines pour saturer les outils de trituration, parce qu'au fond, l'offre en France est insuffisante. On produit insuffisamment de tournesol bio.
Je pense, il faut un peu de temps pour que la dynamique se mette en place. Parce qu'on a tout pour le faire. Oui, on a tout pour le faire. On a des agriculteurs qui ont la maîtrise technique. Il y a encore des enjeux de conduite culturelle sur le tournesol, bien entendu. Mais on a les moyens de valoriser parce qu'il y a une demande en aval en France pour ces marchés. Allez, on accélère parce qu'on a plein de choses intéressantes à dire et on n'a pas tant de temps que ça devant nous. Les débouchés du tournesol et du maïs bio, quel est le débouché qui tire la demande en tournesol bio d'après vous? Je vous parlais de la demande aval, c'est justement les besoins combinés de la nutrition animale. Donc on a parlé des tourteaux, notamment dans les filières les plus consommatrices de tourteaux de tournesol ou de maïs, qui vont être les volailles notamment. Donc ce sont les engagements bio des filières ou les conversions des agriculteurs. Et de l'autre côté, vous avez pour l'huile, donc pour le tournesol, vous avez la demande en produits de grande consommation. Les huiles alimentaires. Les huiles alimentaires, où on est à peu près à 2-3% de part de marché pour le bio. Quoi, le Sieur fait des huiles bio, non? Oui, bien sûr, on en commercialise et le Sieur renforce même ses ambitions à horizon 2023 sur le bio. On attend le Sieur là-dessus? Il y a de la demande. L'idée, c'est chez le Sieur, pour chaque référence produit, avoir le pendant bio. Le pendant en bio. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'en plus, le Sieur, c'est une marque, j'allais dire, avec une histoire. C'est une marque emblématique sur le marché des huiles de table, mais il ne faudrait pas se limiter aux huiles. Quand vous avez une demande en lait, quand vous avez une demande en œufs bio, derrière, ça soutient la nutrition animale et donc la demande en tourteaux de tournesol et de maïs. Et c'est quoi le modèle économique là, de la filière tournesol? Quand on raisonne avec les commodités oléagineuses, il faut avoir en tête la coproduction. C'est la réalité agronomique de notre filière, la réalité économique. C'est-à-dire qu'on produit de l'huile et des tourteaux. Il faut pouvoir valoriser les deux en filière bio, de manière à ce que les filières puissent, au fond, développer un modèle économique pérenne en développant en alimentation humaine, en nutrition animale et en suivant bien la demande du marché. Quand je vous entends parler de cette filière, de cette double filière, vous maîtrisez, et on voit bien que vous avez une vision, une stratégie, donc j'imagine que vous avez un développement de ces filières bio pour demain. Vous avez déjà une stratégie, je ne sais pas si vous avez envie de la partager totalement avec nous aujourd'hui, mais quand même. Je vous ai parlé des ambitions de Le Sieur, on retrouve aussi ces ambitions en matière de nutrition animale. Il faut avoir en tête que le marché du bio va continuer à croître, tant pour les huiles que pour la nutrition animale. Ça vous en êtes persuadé? J'en suis à peu près persuadé parce qu'il y a une marge de manœuvre encore importante. Sur l'huile d'olive bio, par exemple, on va être à 15% des ventes, on n'est qu'à 2 à 3% pour l'huile de colza et l'huile de tournesol. Les conversions des agriculteurs, les ambitions des filières, notamment des filières d'élevage en bio, poussent au fond la demande en nutrition animale et on va bénéficier d'une mesure réglementaire qui jusqu'à présent autorisait d'incorporer en bio 5% de matières premières riches en protéines qui ne soient pas au fond qui ne soient pas certifiées bio. Cette dérogation prend fin tout début 2021 et cela va soutenir en conséquence la demande en tourteaux bio. Qu'est-ce qui pourrait faire capoter? Parce que j'imagine que vous surveillez, pardon de faire un jeu de mots, mais comme le lait sur le feu, cette histoire-là, pour ne pas avoir... comme on vient de le vivre, des choses à travailler d'urgence? Oui, alors il faut faire attention à ce que l'offre suive bien la demande. On a vu des filières où l'offre en bio s'est développée plus rapidement que la demande et on a dû, je pense notamment à la filière des œufs, sur laquelle nous sommes assez présents, au fond, devoir vendre du produit bio au prix du conventionnel. Et ça, c'est une source de destruction de valeur pour toute la filière et qui fragilise... Le besoin dans ce domaine-là, ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors, il y a un besoin. Le besoin va naître. Oui, mais il ne faut pas aller au-delà. Le besoin va naître. Il faut faire attention à ne pas trop anticiper et ne pas accélérer trop vite sur l'offre parce qu'il faut, derrière, il faut que la demande suive pour que le modèle économique soit pérenne. Quelles sont les attentes des industriels à l'égard du monde agricole? Parce qu'il y en a certains qui sont en train de nous regarder, j'imagine, pour porter le développement de la filière, parce que c'est toute une filière là dont on parle. Oui, il faut raisonner sur le bio comme en conventionnel à l'échelle de la filière. Et pour développer durablement le bio en France, il faut pouvoir créer collectivement de la valeur à tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire que vous parlez entre vous? Chez l'agriculteur, chez les organismes stockeurs, chez les industriels, et que tous ces acteurs-là puissent au fond travailler de concert. Ça nécessite une mobilisation de l'amont, avec la recherche variétale parce qu'on a quand même des rendements au champ sur le bio qui
qui stagne en tournesol depuis quelques temps. Sophie Protéol participe à l'accompagnement de programmes de recherche en semences. Il faut également accompagner les OS, les organismes stockeurs, les outils de trituration, c'est ce que l'on fait, mais au fond, travailler de concert pour, comme je vous le disais, que l'offre se développe pour répondre à une demande, ne pas trop anticiper, valoriser l'origine France aussi, puisqu'on a des atouts à faire valoir là. On est persuadé au fond que le consommateur demain associera de plus en plus le bio au local et ça se traduira par au fond, le refus du bio importé. Ça veut dire que toute cette filière donc, est responsable à tous les maillons de la chaîne. Ça veut dire que vous vous parlez entre vous, vous avez mis en place une communication suffisamment, j'allais dire, serrée pour pouvoir réagir s'il y a lieu? Là, dans la filière, nous avons toujours associé de très près les interactions entre amont et aval. Nous finançons des programmes de recherche en lien avec les partenaires semenciers notamment pour développer telle ou telle caractéristique et au fond améliorer la compétitivité des productions Origine France. Pierre-Marie, question en direct là. Quels sont les enjeux de la traçabilité de la filière pour vous? C'est clé parce que, comme je vous le disais... C'est donner confiance aux consommateurs? Il y a deux choses. Il y a éviter de perdre de la valeur, comme je vous le disais, par le déclassement, c'est-à-dire en ne faisant pas attention lors de la collecte ou à un autre stade, lors de la transformation des graines. On perd de la valeur si on en vient à mélanger, à ne pas être assez exigeant sur la ségrégation. Et on l'a vu l'an dernier sur le maïs avec des volumes importants qui ont dû être déclassés. Et il y a aussi un enjeu là pour aller chercher de la valeur, gagner de la valeur en valorisant mieux l'origine France, parce que s'il y a un surcoût, il doit être associé à un cahier des charges plus exigeant. Le consommateur sera prêt à payer un peu plus à condition qu'il y ait les motivations derrière et que ce soit justifié. Bien sûr, qu'en face il ait le produit qui Exactement. répond. En tout cas, merci au groupe Avril, merci à vous Pierre-Marie d'être venu dans cette émission pour nous parler j'allais dire en toute transparence de votre métier, puis des enjeux et de l'avenir. Sur ces filières en devenir. Oui, parce que c'est des filières sur lesquelles on espère beaucoup, surtout par ces temps un peu incertains. En tout cas, merci beaucoup. Et puis si vous avez envie de lui poser des questions autres que celles que vous avez déjà posées, on vous donnera en fin d'émission les coordonnées pour pouvoir rejoindre Pierre-Marie Décoré. Merci beaucoup. Régis Elias va nous rejoindre. Un autre, alors j'avais annoncé avec un petit peu d'avance tout à l'heure, un autre expert dans le domaine, Régis Elias. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Avec vous, nous allons parler d'Arvalis. Vous êtes ingénieur Arvalis, Institut du végétal et animateur de toute la filière bio. Donc vous connaissez bien cette filière. Vous avez une mission d'expert des techniques de production en agriculture biologique. Et puis Arvalis, c'est l'Institut technique agricole. Vous êtes plus de 400 collaborateurs. Vous travaillez pour toutes les formes d'agriculture sur tous les territoires, en amont, en aval de l'acte de production. Vous connaissez la filière, j'allais dire, par cœur. Peut-être. Vous êtes non piégeable aujourd'hui. Avec vous, là aussi, pareil. Vous avez vu des questions du tac au tac. On essaie de répondre de manière assez directe et assez simple sur toutes les questions quand on peut. Quelle est la place de la France sur le marché international de la trituration et puis de l'alimentation animale bio aujourd'hui? Alors, l'alimentation animale en France, aujourd'hui, c'est à peu près 400 000 tonnes de production annuelle. Et sur ces 400 000 tonnes, il y a à peu près 102 000 tonnes, 103 000 tonnes qui sont issues du maïs, qui est produit principalement sur la façade atlantique, plutôt du maïs grain sur la façade, le sud de l'Aquitaine, et plutôt du maïs fourrage, cette fois-ci, plutôt du côté des Pays de la Loire, là où il y a des centres de collecte de lait bio. Et donc on fait correspondre la production aux besoins des élevages laitiers ou des fabricants d'aliments du bétail. D'accord. On importe des choses? Oui. La production française ne suffit pas à satisfaire les besoins intérieurs. Et donc on importe 22 000 tonnes de maïs par an pour compléter la production française. Où on importe aussi 30%, entre 20 et 30% des besoins en blé pour faire
nos besoins en farine au niveau national. Ça arrive d'où, ce qu'on importe, par exemple Alors principalement... La Chine alors la Chine, c'est plutôt pour les protéines végétales. D'accord. Les tourteaux de soja qui rentrent aussi dans l'alimentation animale, dans les fabrications du bétail. Mais pour le blé, par exemple, c'est l'Autriche, c'est l'Allemagne, c'est la Suisse. D'accord. Plutôt Europe centrale. Voilà. Et comment on pourrait définir le fonctionnement des fabricants d'aliments du bétail, les FAB comme vous les appelez? Alors les FAB, en fait, pour être clair, le fonctionnement pour fabriquer un aliment du bétail, il n'y a pas de différence entre que ce soit une production conventionnelle ou certifiée agriculture biologique. L'origine des produits est différente. Les produits doivent être bio, et de plus en plus bio d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une évolution du cahier des charges qui est en train d'arriver, qui va imposer le 100% bio. Aujourd'hui, il y a une proportion minime des ingrédients qui rentrent dans la fabrication des aliments qui n'est pas forcément bio. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir du 100% bio, c'est ça que vous dites? Non, en alimentation animale. En alimentation animale. Et puisqu'on en est là, pour vous, la définition du bio, c'est quoi? J'ai eu celle du sociologue, j'aimerais bien avoir la vôtre. En deux mots, hein. En 2 mots, c'est compliqué. Ah bah oui, par 2 heures, sinon c'est facile. En 2 mots. Pour moi, un bon agriculteur bio, c'est d'abord un fin agronome. Un fin agronome qui s'enrichit au quotidien de ce qu'il observe sur son exploitation. Et donc, c'est quelqu'un qui arrive à anticiper par ses actions ce qui va se passer dans l'avenir. Donc je vous parle du produit bio, vous me parlez de l'agriculteur, donc c'est intimement lié. Oui, souvent parce que la qualité, par exemple, qui est indispensable pour la production, enfin pour la transformation, eh bien, souvent c'est au champ que ça se passe. Et donc, l'agriculteur joue un rôle important pour arriver à avoir des produits de qualité qui satisfassent le marché. Puisque vous parlez d'Auchan, nous sommes au carrefour, si vous me permettez le jeu de mots, des mouvances du marché, sur les marchés tournesol et maïs bio. J'ai l'impression, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez préciser votre question? Est-ce que, par exemple, pour le maïs, ou pour le tournesol, il y a une demande qui est soutenue? Parce que j'ai cru comprendre que la filière aliments du bétail est... Tout à fait. La filière progresse chaque année. Par exemple, la consommation de maïs a bondi de 24% en un an, ce qui est considérable sur ce marché. C'est inattendu? Alors, pas inattendu dans le sens où on voit bien que la demande sociétale, vous parliez tout à l'heure des consommateurs bio progresse, et donc ça se traduit par des besoins nouveaux. Mais je pense qu'il faut être vigilant aussi, ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est sur certaines filières, à partir du moment où on a de la qualité requise, on n'a aucun souci pour la commercialisation. Je pense aux grandes cultures. En revanche, lorsqu'on s'adresse à des cultures plus mineures, entre guillemets, attention à faire correspondre les besoins du marché et la production. Alors, il y a une carte qui va nous montrer une production de maïs, tout d'abord. Sur cette carte, donc avec un code couleur plus ou moins vert foncé au vert clair, ça montre que c'est plutôt sur le ouest et le sud-ouest que l'on produit. Pour le maïs grain, la région Aquitaine, Sud-Aquitaine, c'est quand même la région de production historique du maïs. Ouais. Pour des raisons de quoi? D'humidité? Alors, d'accès à l'eau, effectivement. Lorsque vous êtes dans les contreforts pyrénéens, vous avez de la pluie tout l'été. Et donc, vous avez des productions qui sont, on va dire, entre guillemets, moins onéreuses que dans d'autres régions. Si je compare à du maïs qui pourrait être produit en Poitou-Charentes sur des sols superficiels, où la quantité d'eau nécessaire pour la même production est bien supérieure en irrigation. Donc on a des coûts de production qui sont très différents entre les régions. Ça c'est pour le maïs. Et je vois qu'en effet, c'est une production assez forte. Quand on parle cette fois-ci de l'alimentation animale, alors là on remonte sur le nord. Parce que tout simplement, historiquement, les producteurs sont dans les pays de la Loire. Et donc, plutôt que de déplacer les producteurs, on a déplacé la production d'aliments. Tant qu'à faire. Et donc, c'est plus facile. Oui. Et donc, on transporte le maïs, on produit le maïs là où il est consommé par les animaux.
Et donc, c'est plutôt dans les pays de la Loire que la production se passe. Beaucoup d'agriculteurs font du bio, mais j'ai l'impression, peut-être parce que c'est une mode, une tendance où ils se disent c'est un moyen de se développer, donc de toute manière, allons-y, puis peut-être aussi pour des raisons tout simplement éthiques de leur part. Il y a des débouchés ou pas? Alors oui, il y a des débouchés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on a de la qualité, on n'a aucun souci pour écouler ses productions, que ce soit de céréales, parce que le marché est extrêmement demandeur, parce que aussi il y a une velléité des consommateurs, c'est de connaître la production, d'avoir une production française, locale. Et donc les transformateurs sont très à l'écoute des consommateurs et ils ont une préférence pour les produits locaux. Mais pour satisfaire la demande, ils sont contraints d'aller chercher des produits parfois à l'étranger. Et une question qui nous arrive en direct, est-ce que produire du maïs bio est rentable pour une exploitation? Oui. Alors ça, c'est intéressant bio. Oui, mais c'est ça. Le bio, l'agriculture bio, c'est un mode de production où les productions sont très interconnectées entre elles. Donc on peut très bien avoir une production sur son exploitation qui n'est pas forcément très rentable. Pour autant, on va conserver cette production parce qu'elle va apporter des services qui va permettre à d'autres cultures d'être encore plus rentables. Donc à l'échelle de l'exploitation, on s'y retrouve, même si l'étude économique espèce par espèce, on raisonne groupe et non plus entreprise par entreprise. Voilà. C'est ça que vous dites. Ou par production par production. D'accord. C'est-à-dire qu'on globalise un peu. Quand on globalise la production, faire du bio, c'est intéressant. Les pays de l'Est, vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'ils s'y mettent? Est-ce qu'ils vont faire de plus en plus de bio, eux aussi? Alors, quand je parlais des pays de l'Est, moi je parlais des pays de l'Est Europe. Après, il y a les pays de l'Est, qui est encore un peu différent. C'est-à-dire l'Asie? Alors, la Russie d'abord? L'Europe de l'Est, pardon, l'Ukraine, ces régions, la Russie, tout à fait. Ce sont des pays qui font du bio, qui s'engagent à... Alors, ils n'ont pas de consommation locale bio. Alors, le russe ne mange pas bio? Pas encore. Mais les producteurs ukrainiens se disent, il y a un marché en Europe, on va respecter le cahier des charges européen et on va pouvoir exporter vers l'Europe parce que financièrement, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Après, il faut écrire un bouquin quand la Russie s'éveillera, et puis là, peut-être qu'à un moment donné, ils se diront, tiens, il faut consommer bio. Alors, ça a été dit tout à l'heure, il y a quand même une velléité globale du consommateur mondial d'avoir des produits de plus en plus sains. C'est très français, donc, de manger bio, de vouloir du bio? C'est très français, c'est très européen. Ouais. Mais c'est une tendance qui a tendance à se généraliser à l'échelle du monde, où même dans les pays où les gens n'ont pas forcément les moyens de s'offrir du bio, ont quand même la velléité d'avoir une alimentation plus respectueuse, qui fait moins appel aux produits de synthèse. La place de l'agriculture bio dans le monde, c'est quoi? Alors, dans le monde, retenez qu'on est à peu près 70 millions d'hectares de production bio. Ce qui représente 4% du marché mondial de l'alimentation. Donc c'est peu, voilà. Et encore, il faudrait peut-être aller au-delà de ces chiffres-là, parce que les cahiers des charges ne sont pas identiques entre les pays. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir commercer des produits bio entre deux pays, il faut qu'il y ait un accord, une reconnaissance mutuelle des cahiers des charges, ce qui n'est pas toujours le cas. Non. Voilà. Donc en tout cas, on voit que c'est une tendance européenne, que d'autres s'y mettent et d'autres marchés qui peuvent s'ouvrir à nous, puisque si on est en avance, on pourra peut-être exporter cette fois-ci. Oui, peut-être. Est-ce qu'on aura les moyens d'exporter? À condition que le consommateur, on disait tout à l'heure, aime bien la production locale. Et donc, est-ce qu'il acceptera le transport des produits bio? On est d'accord. Je ne sais pas répondre à la question. Et est-ce que ça rentrera dans le cahier des charges du bio? Tout à fait. On est d'accord. Ouais. En tout cas, c'est passionnant et c'est en devenir. Donc, on sera amené, j'imagine, à en faire d'autres émissions pour voir un peu l'évolution de tout ça. Merci de nous avoir amené vos lumières. Régis Elias, ingénieur chez Arvalis. C'est pareil, si vous avez envie de prolonger cette émission, on vous donnera tout à l'heure en fin d'émission les coordonnées pour contacter, pour envoyer des questions et pour vous mettre en relation avec Régis. Merci Régis. On va accueillir maintenant Agathe Penant.
Bonjour Agathe. Bonjour. Agathe Penant, ravi de vous avoir avec moi, correspondante bio, zone centre et ouest pour Terrinovia. C'est ça. Alors Terrinovia, merci d'être également présente dans cette émission. Vous êtes donc une entreprise. D'ailleurs, présentez Terrinovia, vous le ferez mieux que moi, parce que je trouve que c'est très intéressant de vous avoir pour votre vision de la chose. Alors Terrinovia, c'est l'Institut technique des cultures riches en protéines et en huile. Donc on accompagne les cultures qui produisent de l'huile et des protéines. Donc le colza, le tournesol, le soja, le pois à la févrole, le lupin, le pois chiche à lentilles. Pour parler du tournesol, voilà. Vous êtes bien placé. Dans les clous. Voilà. La place du tournesol dans les assolements bio, c'est une question que j'avais envie d'évoquer avec vous parce qu'elle est complètement dans l'idée de cette émission et vous pouvez toujours poser vos questions par l'intermédiaire du chat à Agathe en ce moment. Ça représente quoi le tournesol bio en France d'ailleurs? Aujourd'hui, le tournesol, c'est un peu plus de 22 500 hectares en France, en bio, avec un peu moins de 3 000 hectares qui sont en conversion, en culture de conversion. D'accord. Donc c'est peu par rapport aux autres, par rapport au maïs par exemple? Je ne sais pas ce que représente le maïs, mais c'est une des cultures quand même qui est le plus présente dans les assolements bio. Enfin, c'est une culture qui est bien représentée dans les assolements bio aujourd'hui en France. Pareil, dans les mêmes régions, on parlait du sud-ouest tout à l'heure, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, on est dans les mêmes régions là. Exactement, c'est une culture du sud, donc en effet Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et puis on a quand même un peu plus au nord, dans le Cher notamment et dans la Vienne. Vous avez remarqué que vous avez un décor rempli d'un champ de tournesol derrière vous, là, rien que pour vous. C'est quoi la place du tournesol dans les assolements bio donc aujourd'hui? Alors, il faut savoir que le tournesol, c'est une culture qui se prête très bien à l'agriculture biologique. C'est une culture qui est assez rustique, qui résiste bien au stress hydrique, qui est peu gourmande en azote. Donc finalement, qui peut s'adapter à beaucoup de contextes, avec ou sans irrigation, en sol profond. C'est pas trop gourmand en eau? C'est différemment gourmand en eau que le maïs, et ça peut se conduire en sec, avec des potentiels de rendement qui s'adaptent. Évidemment, on n'a pas les mêmes en sec qu'en irrigué, mais ça peut très bien se conduire en sec. D'accord. Et la place du tournesol, c'est quoi? C'est plutôt important, si j'ai bien compris. Hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, vous valorisez ainsi autant les sols superficiels que profonds. Hein? Exactement. On peut le placer dans différents contextes de parcelles. Des parcelles superficielles, où là, on peut avoir des potentiels de rendement autour d'une vingtaine de quintaux, ou des parcelles plus profondes, où là, on peut espérer atteindre les 40 quintaux. D'accord. D'autant plus avec l'irrigation. Maintenant, les leviers de performance, parce que tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui veulent faire du tournesol se disent quid de la performance. Oui. Alors comment on y arrive? Alors, comment on y arrive? Il y a plusieurs points importants. Il va d'abord y avoir la place dans la rotation, notamment par rapport à la gestion des adventices. Donc bien choisir sa parcelle et bien choisir à quel moment on va mettre le tournesol par rapport aux autres cultures de la rotation. C'est une culture qui a un très bon effet précédent, qui structure bien le sol et qui permet de gérer mieux les adventices qu'on trouve dans les cultures d'hiver, notamment dans les céréales d'hiver. C'est-à-dire que vous préconisez quoi, vous, juste avant le tournesol? On peut placer plutôt le tournesol avant une céréale d'hiver pour essayer de gérer notamment les graminées et permettre derrière d'avoir un blé qui sera plus propre. D'accord. C'est aussi une culture qui a un effet précédent intéressant, notamment donc par la structure du sol. Par contre, c'est une culture qui va être capable d'épuiser le sol en azote. Donc, si on ne lui fournit pas assez d'azote, on risque d'avoir des carences derrière en azote et donc potentiellement un effet dépréciatif sur la culture suivante. Il faut choisir la parcelle. Il faut choisir la parcelle, en effet, et il faut choisir comment on le conduit. La récolte, c'est également, j'allais dire, très précis, très sensible. Oui. Hein. On ne récolte pas quand on veut. Hein. C'est ça, il faut vraiment récolter au bon moment. C'est comme la vigne, là. C'est comme la vigne. Si on récolte un peu trop tôt, on risque d'avoir des graines qui sont immatures. Et si on récolte un peu trop tard, on risque d'en laisser beaucoup au champ, puisqu'on aura tendance à avoir une perte à la récolte. C'est quoi vous êtes obligé de faire de l'apport de bord aussi? Alors, en effet, le bord, c'est un élément qui est très important pour le tournesol. Une réelle carence en bord peut entraîner une perte de rendement totale. Donc, sur les parcelles dont on connaît les carences en bord, dont on sait qu'il n'y a pas assez de bord dans le sol, il faut absolument apporter du bord, en effet. Surtout quand c'est calcaire un peu, non? Argileux calcaire. Oui, c'est ça. Les variétés qui sont les plus adaptées à l'agriculture biologique, là aussi vous avez le logo derrière, c'est quoi? Oui. Alors aujourd'hui, on utilise en agriculture biologique les mêmes variétés qu'en agriculture conventionnelle. On n'a pas ce qu'on peut avoir en blé, c'est-à-dire un label variété adaptée à l'agriculture biologique. Il faut savoir que pour adapter une variété à l'agriculture biologique, il faut avoir des critères qui permettront de dire si oui ou non elle est adaptée. Aujourd'hui, on n'a pas encore défini ces critères. Une enquête qu'on avait menée auprès d'agriculteurs en 2015 nous avait permis de voir avec eux quels étaient pour eux les critères les plus importants. Le rendement, l'huile, la précocité, la tolérance aux maladies, l'efficience par rapport à l'azote, la capacité à s'adapter au désherbage mécanique.
Voilà, tous ces critères-là. Il y en a qu'on évalue déjà en conventionnel, donc avec toujours la question du est-ce qu'on peut transposer les résultats conventionnels à l'agriculture biologique. Et puis, il y a des caractéristiques qu'on n'évalue pas aujourd'hui et pour lesquelles on travaille avec les sélectionneurs et le CDPS pour mettre en place un cahier des charges et être capable demain d'évaluer ces variétés. Alors, vous parlez de rendement, il y a des qualités aussi. Il y a, si j'ai bien compris, la tolérance au désherbage mécanique. Le tournesol est assez tolérant là-dessus. Oui, le tournesol, alors surtout c'est une culture qu'on peut semer très large, donc qui est bien adaptée au binage, qui permet justement une meilleure gestion des adventices. Ouais. Quelques questions qui nous arrivent sur Internet pour vous, Agathe. Allez, du tac au tac. Quels sont les axes de travail de Terrinovia sur le bio? Sur le tournesol bio? Sur le bio en général. Le bio en général. Alors, le bio, mais comme certainement en conventionnel, mais en bio, l'implantation des cultures, c'est quand même l'un des moments stratégiques de la culture. Le lieu et la qualité d'implantation surtout. Quand est-ce qu'on va semer et dans quelles conditions pédoclimatiques pour permettre à la culture de partir vite, d'être concurrentielle par rapport aux adventices. Premier point. Et donc après, le désherbage mécanique pour gérer justement ces adventices à l'échelle de la rotation. Le colza bio peut-il connaître une croissance forte semblable au tournesol ou au maïs, d'après vous? Alors, le colza bio, aujourd'hui, il y a un réel marché. Il y a une demande de colza bio, il y a une demande en huile de colza bio. Les surfaces sont confidentielles. Si on est à 3000 hectares aujourd'hui, ça doit être le grand maximum. Ça, c'est où, le colza, en France? Le colza bio, je pense qu'il y en a ponctuellement un peu partout, surtout dans le grand nord de la France. J'ai quelques idées de producteurs en région centre ou en Pays de Loire, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est confidentiel. On a une vraie volonté d'accompagner le développement du colza bio avec toutes les difficultés qu'on connaît en conventionnel, la gestion des ravageurs, notamment des altises. Mais oui, il y a la place, il y a une place pour le colza bio. Pourquoi ça ne part pas le colza? Pourquoi ça ne démarre pas? Parce que c'est compliqué. C'est plus compliqué à faire que le tournesol? Oui, c'est déjà une culture qui reste 11 mois dans la parcelle, donc c'est-à-dire qu'il y a une gestion pendant 11 mois maladie ravageur. Vous savez qu'en agriculture bio, c'est pas ce qui est le plus évident. Donc oui, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est pas évident. Il faut une vraie volonté. Il faut une volonté et il faut un peu de technicité. On est d'accord. Les enjeux de la filière. L'huile, les tourteaux, les enjeux. Allez, dites-moi un peu. On a parlé un petit peu tout à l'heure. L'alimentation animale, avec du passage 100% bio, il nous faut de la protéine. Et donc, il nous faudrait des tourteaux plus riches en protéines pour pouvoir demain répondre à cette demande d'un tourteau français riche en protéines. Et puis, le marché de l'huile, comme en colza, l'huile de tournesol est demandée, que ce soit en huile en bouteille ou en plat préparé. On a une vraie demande d'huile bio qui n'est pas complètement complétée aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a du développement potentiel. Le bio, c'est pas un phénomène de mode. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fragilité là-dedans, derrière l'appellation bio, qu'il peut y avoir des concurrents qui puissent arriver? Je pense que tant qu'on ne ment pas aux consommateurs, le bio a sa place aujourd'hui dans l'alimentation humaine, dans l'alimentation animale aussi. Et donc non, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Il doit s'implanter et il va s'implanter. D'autant plus qu'on a de plus en plus de mal à le produire en conventionnel. Donc les échanges entre les deux modes de production... C'est une bonne base de départ quand on ne ment pas au client final. Oui. Ça, c'est clair que ça pouvait être le cas pour tout le monde. Merci beaucoup, Agathe Pedant de Terrinovia, d'être venue répondre également à mes questions. Et là aussi, je vous donnerai les coordonnées en fin d'émission pour pouvoir joindre Terrinovia et Agathe Pedant notamment pour aller plus loin dans cette émission. Aujourd'hui, on vous donne des pistes. Évidemment, on suscite peut-être des idées ou des questionnements. Merci beaucoup, Agathe. La suite. Vous voulez faire un peu de teasing, Vincent, et pas annoncer qui était notre invité mystère. Tout à fait. Bonjour à vous, Vincent Portier. Il y a même une surprise avec Vincent, il n'est pas venu seul. Vous êtes au marketing stratégique de Massseeds. Avec vous, j'avais envie de savoir why. Pourquoi et comment? Parce que vous êtes une grande entreprise, vous avez pignon sur rue, vous avez une réputation, vous connaissez très bien votre marché. Et qu'allez-vous faire, pas dans cette galère, mais dans le bio? C'est ça que j'avais envie de savoir. Parce que vous êtes ingénieur agronome de formation, ça fait quoi, 7 ans 6 ans, 7 ans que vous êtes chez Massseeds maintenant? Bientôt 8 ans, oui. Et vous êtes responsable département AgroPlus, entre autres au départ. Vous avez connu bien les gammes d'hybrides, et donc l'agriculture, c'est pas quelque chose que vous découvrez. Alors, vous proposez... quelque chose pour les producteurs bio tout d'abord, avant de m'expliquer pourquoi vous allez dans le bio. Massseeds, est-ce que vous proposez quelque chose pour les agriculteurs bio qui sont peut-être en train de nous regarder?
Tout à fait. Donc, comme on l'a vu, ces 15 dernières années, les systèmes de culture bio se sont fortement développés en Europe occidentale. Et donc, Massseeds, en tant que fournisseur de semences, donc, a construit donc, une gamme de semences hybrides biologiques, donc en maïs et tournesol, pour répondre aux besoins de ces agriculteurs. Agriculteurs au niveau international aussi, ou juste français? Alors, c'est donc majoritairement une demande qui est concentrée sur l'Europe occidentale, donc surtout la France en ce qui concerne le tournesol et également pour ce qui concerne le maïs, dans une moindre mesure l'Italie ou l'Allemagne. D'accord. Et ces hybrides bio, là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier chez vous? Alors, c'est des hybrides, donc des variétés qui ont, on peut dire, des caractéristiques renforcées sur un certain nombre de critères. Hein. Donc, des variétés qui sont issues de nos gammes conventionnelles, donc que l'on choisit pour notamment leur très bonne vigueur départ, hein, qui va leur permettre d'être plus compétitives vis-à-vis de l'enherbement. Elles sont choisies pour leur très bonne tolérance aux principales maladies, hein, de ces cultures, pour prendre en compte le fait que les solutions phytosanitaires curatives ne sont pas disponibles donc, en système de culture bio. Et également, le dernier critère important auquel on s'intéresse va être la tolérance au stress hydrique, car en système de culture bio, globalement, les périodes de semis sont un peu plus tardives et donc ces hybrides sont plus amenés à être exposés au stress hydrique que des variétés conventionnelles. C'est quoi la différence avec les autres semenciers qui font du bio? Parce que vous n'êtes pas les seuls à le faire. Alors donc en effet, nous ne sommes pas le seul intervenant sur le marché à proposer des semences bio. Hein. Donc nous, en ce qui nous concerne, donc, notre maison mère et actionnaire impulse une forte dynamique, hein, pour développer les productions biologiques, hein, donc à savoir le groupe coopératif Maïs Adour. Hein. Donc c'est un de ces axes stratégiques de développement et d'investissement. Et par ailleurs, nous sommes actifs sur les différents maillons de la chaîne semencière, hein, donc avec nos propres activités de R&D, mais également un réseau de producteurs, d'agriculteurs multiplicateurs de semences, dont certains sont certifiés en agriculture biologique et ont une maîtrise technique qui nous permet de produire ces semences de manière performante et compétitive pour le marché français. Donc si je comprends bien, c'est une demande de la maison mère, hein, d'aller vers le bio et non pas un effet de mode, hein, c'est parce que c'est en tout cas une demande du marché. Nous sommes fortement soutenus par notre actionnaire pour nous développer sur cet axe. Alors, Massseeds a fait le tour du sujet aujourd'hui ou pas? Alors non, on ne peut pas considérer qu'on a fait le tour du sujet. Hein. Donc voilà, comme on l'a vu, les surfaces en agriculture biologique donc, se sont fortement développées avec de nouvelles attentes, l'apparition de nouvelles typologies de producteurs. Et c'est pour ça que l'on a décidé de mener une étude pour approfondir notre connaissance donc, des attentes de cette typologie de producteurs. D'accord, c'est-à-dire que vous dites, allez, on va dans le bio, par contre, comme on voudrait voir un peu ce que les gens attendent de nous, on va faire une étude, on va aller questionner les gens, et le résultat de cette étude nous donnera peut-être, ou nous rassurera sur la démarche qui est la nôtre. C'est tout à fait ça, et il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, il y a un fort dynamisme en Europe occidentale sur l'agriculture biologique, et à l'échelle de Massseeds, les ventes de semences biologiques ne représentent que 0,8% de notre volume total de semences vendues par an, donc ce qui nécessite en tout d'étudier un petit peu plus les attentes de ce marché et voir si on doit lancer des investissements spécifiques pour répondre à ces nouvelles attentes. C'est là que notre deuxième invité surprise arrive, puisque vous n'êtes pas venu seul. Léa Dubois va nous rejoindre juste après ce jingle pour nous parler de cette étude. Bonjour Léa. Bonjour. Léa Dubois, vous êtes donc chargée d'études chez Massseeds. Le titre, c'est chargée d'études Massseeds, marché maïs et tournesol. Ça tombe bien, on parle des maïs et des tournesols. Tout à fait, oui. Bon, alors la commande, si j'ai bien compris, elle est simple. Hein, on va aller sur ce marché, mais quid des gens sur ce marché? Vous y êtes allé avec quels moyens et dans quel état d'esprit? Donc en gros, l'idée, comme on l'a dit juste avant, c'est de voir dans quelle mesure il faut qu'on s'adapte pour des différents pays, parce que chacun ont leurs contraintes au niveau de l'Europe. Et en plus, comme on l'a vu précédemment aussi, le marché biologique est quand même très différent du marché du conventionnel par rapport aux attentes de la structure, aux conduites culturelles et tout ça. Donc moi, la démarche, c'était
essayer de comprendre le plus possible comment ce marché fonctionne et qu'est-ce qui fait sa différence avec le marché conventionnel pour pouvoir proposer les semences les plus adaptées pour ce marché-là et aussi faire des perspectives de développement pour les différents pays. Et même si elle est jeune, c'est pas la stagiaire, hein, Léa Dubois. Elle est ingénieure agronome de formation, donc elle sait de quoi elle parle, bien entendu, lorsqu'elle va faire cette étude. Vous l'avez faite il y a combien de temps, cette étude? C'était sur les 6 derniers mois, là. Ah, mais ça a été coton, j'imagine. C'était assez chargé, oui. Ouais. Du coup, c'est passé pas mal par des entretiens avec différentes personnes. Parce que c'est Vous avez commencé en présentiel ou tout de suite à distance? Tout de suite à distance, puisque j'ai commencé juste au moment du confinement. Ah oui, donc vous êtes tombé en plein dedans. Ah oui, en plein dedans, ça devait être sympa. Marquis, ils étaient disponibles, les gens, là? Ah ben, ils étaient très contents que je les appelle, oui, je pense. Ça faisait une occupation pour la journée. Bon, dites-moi, trêve de plaisanterie. Heureusement qu'il y a des choses positives dans la journée. Vous avez fait, depuis 6 mois... travailler sur cette étude. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette étude? Qu'est-ce que vous en retirez une fois que vous avez fait cette étude? Parce que pour les cerner, ces changements, il y a une démarche qui est utilisée, qui c'est répondre aux objectifs de votre étude, c'est ça? Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez en résumé de cette étude retenue? Bon, vous vous doutez que c'est une étude de 6 mois, donc ça va être assez compliqué de résumer en 30 secondes. On est d'accord. Mais les grandes idées clés, c'est que déjà, on était parti de base sur 6 pays de l'Union européenne. Donc c'était la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et l'Italie. Et en fait, grâce à la bibliographie qu'on a pu faire et avec les échanges que j'ai eus chez les dirigeants de Massids des différentes filiales, on a pu dégager qu'il y avait des pays qui étaient plus prometteurs que l'autre. Donc notamment sur le tournesol, c'est principalement la France. Et sur le maïs, on a identifié France, Allemagne et Autriche. Donc déjà, on a eu cette conclusion par rapport à ça. Et dans un second temps, pour ce qui concernait plutôt les caractéristiques variétales des semences biologiques à produire, on était sur des critères qui faisaient référence aux contraintes de l'agriculture biologique. Donc c'est des choses comme une bonne vigueur de départ de la variété ou des feuilles qui permettent de couvrir l'interrompt pour empêcher le développement des adventices, donc des mauvaises herbes. Donc ça vous a permis de découvrir, de connaître les tendances générales des pays. Et c'est quoi les demandes des acteurs des filières d'ailleurs? Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant aussi pour identifier les besoins, de connaître les débouchés. Et alors ce qui est ressorti principalement de l'étude, c'est que pour le maïs et le tournesol, l'alimentation animale en bio, elle est majoritaire, enfin c'est l'utilisation majoritaire. Donc l'idée c'est de regarder les débouchés indirecte, entre guillemets, du maïs et du tournesol. Par exemple, la consommation de maïs et la consommation de tourteaux de tournesol, elle est conditionnée par la consommation d'œufs, de lait, la consommation humaine de ces produits animaux, qui tire du coup la consommation animale. Et donc, en fait, par exemple, si on prend l'œuf, on sait que les poules pondeuses qui sont certifiées bio, elles doivent consommer 95% d'aliments issus de l'agriculture biologique. Et dans cette ration-là, en général, on a à peu près 30% de maïs, de farine de maïs, et 15% de tourteaux de tournesol. Donc on voit que forcément, si les Français ou les Européens commencent à consommer plus d'œufs, ça va tirer ce marché-là. Donc en fait, ce qu'on a estimé, c'est aussi comment ces débouchés-là étaient développés dans chacune des zones étudiées, et du coup, quelles conséquences ça allait avoir pour la suite, quoi. Alors, quelles sont les quelques informations que vous avez pu tirer de ces échanges avec les uns et les autres, sur vos échanges téléphoniques ou visio? Les types dans de... Oui, d'accord. Souvent, du coup, c'était des questions par rapport à l'organisation des structures des gens que j'appelais, quoi, pour un petit peu identifier leur poste et qu'est-ce qui caractérisait leur entreprise. Et ensuite, on avait des questions qui étaient plus d'ordre technique. Donc, c'était, comme je disais, sur l'utilisation du maïs et du tournesol ou plutôt les caractéristiques variétales qu'ils recherchaient. Bon, après, il y avait une diversité de questions énorme. Les entretiens duraient toujours environ 1 heure. Donc, oui, il y avait un large panel de questions qui étaient détaillées. Ouais. 1 heure, ils avaient du temps, là, remarqué. Oui. Non, mais ça quelque part. C'est pour ça. Moi, j'imagine dans une vie normale, à 100% comme avant, 1 heure, je ne sais pas si ma bonne dame, je voulais vous la donner. Hein. Ouais, après, ça dépend des gens. Hein. Il y en a certaines personnes qui sont plus motivées pour discuter que d'autres. C'était plutôt sympa comme accueil? Ouais. Oui, globalement, oui, c'était sympa. D'accord, donc vous avez pris quelques portes dans la figure. Ok. Dites-moi, vous êtes venu, je ne sais pas si je l'ai vu passer, le panneau avec plein d'informations. C'était quoi ce résumé de panneau avec plein d'informations que vous vouliez nous montrer?
Ça, en fait, c'était pour vous montrer la diversité de la filière, avec les différents acteurs que j'ai pu identifier. Donc ça, c'est une figure que j'ai construite moi-même à la fin de l'étude. Et en fait, l'idée, c'était d'interroger au moins 1 ou 2 personnes par structure, et ce qui a fait qu'au final, on est arrivé à une 50aine d'entretiens. Donc ça fait beaucoup d'heures passées au téléphone. Oui. On plaisante avec Léa, évidemment, Vincent. Mais ça, cette étude-là, là aussi, hein, si en fin d'émission, on vous donnera les liens, on peut vous envoyer tous ces documents par mail, on se fera un plaisir. Cette étude-là, on plaisante, mais c'est vachement sérieux. Ça vous apporte énormément de réponses. Vous avez été surpris d'ailleurs par ces réponses ? Tout à fait, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées. Notre première réponse qui avait été apportée aux besoins du marché, c'était une réponse technique, donc en ciblant des profils hybrides, en extrapolant nos connaissances de l'agriculture conventionnelle. Or, il se trouve que, comme on l'a vu précédemment, les productions biologiques ne sont pas que des commodités. Donc c'est une véritable filière qu'il est nécessaire de structurer pour pouvoir valoriser ces productions. Et donc il faut comprendre quels sont les différents enjeux de chacun des acteurs de cette filière qui n'ont pas forcément les mêmes freins pour faire croître ces productions et en tout cas utiliser les débouchés de ces systèmes de culture. On a une question là en direct pour vous deux d'ailleurs, je ne sais pas qui répond. Avez-vous un programme R&D spécifique bio chez vous, chez Masseed? Est-ce que vous faites de la recherche et du développement? Alors, donc, quand on parle de R&D dans le secteur des semences, donc il y a une partie recherche, donc c'est vraiment la sélection, et une partie développement, donc qui est l'évaluation donc des individus, des plantes que l'on a sélectionnées avant la mise en marché. Donc, chez Masseed, comme chez la plupart des intervenants du secteur, les phases amont de sélection, il n'existe pas de phase amont de sélection spécifique pour l'agriculture biologique. Donc ces phases de sélection sont faites dans un environnement conventionnel. Ensuite, lors des phases plus tardives de développement, donc lorsqu'on est en phase de testage de ces variétés, avant leur mise en marché, on va pouvoir identifier quelles sont celles qui répondent le mieux aux conditions de culture de l'agriculture biologique. Vous avez tiré des conclusions de tout ça, évidemment, de cette étude, de toutes les réponses que vous aviez reçues. Vous mettez les moyens en R&D, évidemment, donc vous y croyez. Ça veut dire qu'il y a des perspectives à venir importantes? Donc il y a en effet des perspectives pour le futur et des objectifs qui sont en lien avec notre estimation du développement du marché. Et comme l'ont déjà dit certains intervenants, pour nous l'objectif est de suivre le développement de ce marché, mais de ne pas non plus avoir une suroffre par rapport à la demande de ce marché. Les événements sanitaires du moment n'affectent pas cette filière et ce développement? Alors à ce jour, nous, à notre niveau, donc on ne pense pas qu'il va y avoir un impact fort, en tout cas du contexte sanitaire sur le développement de cette filière, qui est quand même un développement structurel. Sur la production, mais aussi sur la distribution, ça n'affecte pas. Sur la consommation, il y a toujours la demande, il n'y a pas de problème? Aujourd'hui, à ce que l'on sait, la demande de toute façon va continuer à croître. Après, il peut y avoir bien sûr quelques artefacts en cas de nouveau. Vous misez beaucoup sur cette filière, parce que sinon vous ne feriez pas une étude aussi longue et aussi précise. Donc vous avez un objectif chiffré déjà là, ou pas? Le pourcentage de développement en plus, aujourd'hui, ça représente 0,8, vous m'avez dit, du 0,8% voilà, de notre volume global de vente. Donc aujourd'hui, on ne s'est pas fixé un objectif en termes de chiffre de vente, c'est plus, on va plus aller investiguer la diversité donc des hybrides et donc des solutions que l'on peut proposer à nos clients. C'est plus un enrichissement de nos gammes pour mieux cibler certains besoins que l'on ne serait pas capable d'adresser aujourd'hui avec nos gammes bio. J'entends aussi que vous avez peut-être envie d'avoir une envie de maîtrise de la filière bio. Oui, tout à fait. Donc c'est un marché qui est très différent du marché des commodités. Donc pour ne pas détruire de valeur, il est nécessaire qu'il soit structuré en filière. Et pour ça, donc on est un intervenant
crédible dans la mesure où notre maison mère, hein, le groupe Maïsadour, est un spécialiste de la structuration des filières agricoles, hein, que ce soit sur son pôle végétal ou sur son pôle animal. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions l'un comme l'autre. Et bien entendu, dans un instant, on vous donnera les coordonnées si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous voulez avoir, j'imagine, des résultats de cette étude ou des pistes. En tout cas, si vous voulez correspondre avec eux. Dans un instant, on conclut cette émission avec Erwan Bouguin qui nous rejoint sur ce plateau. Erwan qui nous a rejoint. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'émission d'abord intéressante avec ces intervenants ? Oui, j'ai trouvé l'émission très intéressante. Je voudrais remercier les partenaires qui sont tous intervenus. Moi, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses lors de cette émission. J'espère que les gens derrière leur écran aussi auront retenu des choses. Mais oui, ça a répondu à ce que j'attendais. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y en a eu pas mal en direct. Hein. Pour ceux qui arrivent après, évidemment, c'est plus compliqué de poser des questions aux intervenants puisqu'on sera en replay. Par contre, beaucoup de questions. Alors, on va transmettre celles qui sont plus longues pour la réponse à nos intervenants et on fera dans l'autre sens le retour. Qu'est-ce que vous avez noté, vous, d'intéressant parmi ce qu'ont dit nos intervenants ? Je vous avais dit tout à l'heure en début d'émission, regardez un peu comme un journaliste. J'ai pris un papier et un crayon et j'ai noté. J'ai mon anti-sèche à côté, mais j'ai tout en tête. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est bien ce qu'on a vu de par des différentes interventions, donc d'Éric Berlouez, le sociologue, qui montre que le bio, c'est vraiment un sujet de société. Et c'est un enjeu pour le milieu agricole et c'est en même temps une vitrine pour le milieu agricole. Et chaque acteur a des responsabilités et des devoirs dans cette filière-là. Et en fait, ça m'a rassuré, c'est pas le mot, mais ça dans le cas conforté exactement dans l'axe qu'avait Massiz et le groupe coopératif Maïsadour, où il y a vraiment un réel enjeu pour nous en tant qu'acteurs dans cette filière-là. Notre devise, c'est apporter des semences de haute qualité. Donc, semences de haute qualité, c'est la qualité déjà intrinsèque du produit que l'agriculteur va mettre dans son semoir. Mais aussi, c'est les qualités agronomiques. On voit que la performance est importante, mais la filière bio répond aux mêmes critères que d'autres filières, sauf avec des critères supplémentaires comme la vigueur de départ. Enfin, on l'a expliqué, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait. Et donc voilà, c'est notre axe qu'on a choisi là-dessus, et aussi avec des critères... Donc là-dessus, vous êtes conforté. Autre chose, quel est l'autre point que vous avez noté intéressant ? Ce que j'ai noté, voilà, c'était cette partie-là. Et après, on doit aussi que tout le monde, tous les acteurs de la filière ont ces notions de responsabilité. Ouais. Et que nous, en amont, en tant que semencier, on doit travailler sur des critères qu'on a déjà travaillé fortement, des critères technologiques. On a parlé de l'huile de tournesol, qui est un élément important. Et donc voilà, on est conforté dans cette position-là. Et voilà, c'est pour ça qu'on va lancer plusieurs innovations dès les semis 2021 pour les agriculteurs. Innovation, c'était également ce format d'émission. Exactement. Donc moi, ce format d'émission, m'intéresse avec l'interaction qu'on a pu avoir. Et l'innovation, pour moi, fait partie de... Donc cette vidéo sera prochainement sur la plateforme. Donc la plateforme YouTube, on va le mettre à partir de jeudi. Et on a il y a plein de questions. Vous avez dit qu'on n'a pas pu répondre avec ce format un peu court, mais voilà, on a plein d'éléments qu'on a su garder pour vous et qu'on pourra vous collecter. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette émission, que ce soit en direct ou dans un replay, parce qu'elle est déjà en ligne sur YouTube, regardez en bas de l'écran, comme disait l'autre, vous avez une adresse mail, on va la laisser afficher, hein, tu nous laisses afficher cette adresse mail le temps qu'il la note. Ça, c'est une adresse mail spécifique à cette émission. Exactement. On converse directement avec vous et on vous demande, par exemple, tel document qu'on a vu passer dans l'émission, ou on a envie d'aller plus loin et on peut vous poser d'autres questions et vous pourrez y répondre derrière. Exactement. On a plein d'informations qu'on peut faire suite à cette émission, donc qui sont présents et on vous répondra dans les... Alors que vous soyez grand public, bien entendu, si vous êtes un professionnel, parce que là, vous êtes en général en relation avec la filière et notamment avec Massiz, mais si jamais vous aviez envie d'avoir une
une question très précise sur ce qui a été dit ou une réaction, bon, ça peut être une réaction, là vous avez un lien direct pour faire passer, croyez-moi, en direct cette question ou cette réaction, ou alors les coordonnées pour joindre un de nos intervenants, parce que vous avez trouvé que c'était intéressant d'échanger avec lui, vous vouliez aller plus loin. Je les ai un peu pressés, donc ils n'ont pas pu se développer leurs idées comme ils l'entendaient aussi longtemps. Mais c'était déjà bien que vous soyez restés pendant aussi longtemps derrière l'écran pour nous suivre. On voulait vous remercier infiniment. Un petit mot pour finir, Erwan Bouin. Je voulais remercier tout le monde. Merci aux personnes qui étaient derrière leur écran. Merci pour nous avoir accompagnés dans ce format de réunion. Merci Yann pour l'animation. Avec plaisir. Et puis encore merci à tous les intervenants et cette vidéo sera disponible. Exactement, et à ceux qui ont permis, comme d'habitude, qui sont dans l'ombre de la réalisation de cette émission, que ce soit ici sur ce plateau télé, ou ceux qui ont conçu l'émission, les services de com et autres, attachés de presse par exemple. S'il y a des journalistes qui nous regardent, d'ailleurs vous pouvez là aussi envoyer un petit mail, vous aurez beaucoup d'informations de la part du service de presse de Masside. Merci à vous de nous avoir suivis. Aux prochaines étapes, j'imagine. Il y en aura d'autres, j'ai l'impression. Et à très bientôt. Au revoir.